Je nous propose de lire que je vous lise un petit extrait. Et c'est un extrait de l'avant-propos. Le livre commence avec ça. Et c'est un passage qui est important pour moi parce que je vous dirais que Psychom ou ce que je fais dans la vie ou ce travail-là, c'est né vraiment en Afrique pour moi. C'est un continent puis une place qui est vraiment importante où je vais souvent et que je demande juste ça à faire découvrir à plein de gens. Mais j'aimerais vous parler, vous raconter une petite histoire sur comment cette idée-là de la communication m'est venue. Les particules vivantes. Les proies et les prédateurs ont des comportements qui leur sont spécifiques, mais à leur façon, ils veulent survivre et avancer et ainsi évoluent vers ce qu'il y a de mieux. Les proies se tiennent souvent en groupe. L'avantage du groupe est qu'il est plus impressionnant et peut plus facilement décourager les prédateurs. Plusieurs dizaines d'individus possèdent ensemble plusieurs dizaines d'appareils de détection du danger opérant simultanément. Par exemple, les proies de la plaine africaine ont des yeux de chaque côté de leur crâne, ce qui leur permet de voir à presque 360 degrés. Leur cortex visuel possède des cellules spécialisées dans la détection des mouvements, et ce, à une grande distance. Ainsi, un groupe de gnous peut détecter toute forme de mouvement irrégulier dans la nature à des kilomètres à la ronde, qu'importe les dénivellations du terrain. Les impalas, eux, se tiennent dans les plaines ouvertes pour qu'ensemble, ils puissent être plus efficaces pour repérer les prédateurs. Leurs habiletés de communication, forgées par des centaines de milliers d'années de sélection naturelle, sont hors pair. L'état de détente des impalas se traduit par le fait qu'ils broutent. Toutefois, leurs oreilles bougent sans arrêt, de manière à détecter toute forme de son irrégulier et aussi pour capter les communications des autres animaux aux alentours. Par exemple, l'ibis agedache, bruyant oiseau de la savane africaine, et les babouins lancent des cris caractéristiques lorsqu'ils repèrent un prédateur. Ils communiquent ainsi le danger à toute la savane. En revanche, les prédateurs, eux, sont des animaux qui tolèrent généralement mieux la solitude et l'indépendance. Ils ont les moyens de défense physique pour survivre seuls. Leurs yeux, sur le devant de leur crâne, leur donnent une vision binoculaire. Ils perçoivent bien les distances et les reliefs. Leur priorité n'est pas la détection des mouvements de l'environnement comme source de menace, mais plutôt l'analyse soutenue d'une cible choisie. Les odeurs, aussi subtiles soient-elles, transportées par le vent, seront immédiatement détectées par tous les animaux de la savane qui se trouvent sur cette même ligne d'odeur. Sur un groupe de 100 individus, si un seul d'entre eux détecte une odeur suspecte provenant d'une bête menaçante, se situant à plus d'1 kilomètre, il détalera en un éclair. Par instinct de survie, les 99 autres le suivront immédiatement, et ce, même si aucun d'eux n'a, dans les faits, senti la menace. Pour les animaux, tous les sens sont essentiels à l'écoute de l'ensemble de l'environnement, qui signifie ici le traitement et la prise en charge cérébrale d'une information. Un animal dont les sens sont déficients n'entendra pas de façon efficace les informations transmises par ses partenaires et par l'environnement. Il pourra alors plus difficilement détecter les signes ou les informations nécessaires pour trouver, par exemple, les meilleurs sites de pâturage ou encore le meilleur partenaire de reproduction. Sans écoute, sa fragilité est multipliée, tout comme les risques qu'il court quotidiennement. Lors de mes premières expéditions, je n'étais pas conscient de toutes les variables de la communication chez les animaux. Mon écoute était nulle et j'étais frustré de ne jamais voir de bêtes. J'ignorais que je les faisais fuir bien avant de les approcher. Mon ignorance, mon inconscience et mon inattention me donnaient l'impression qu'il n'y avait rien d'intéressant sur cette terre et que je perdais mon temps. Je me considérais alors comme une âme en peine dans un environnement ennuyant. En 2005, j'ai décidé de m'éduquer en ce sens. J'ai été initié à la survie nomade par les Hadzabe de Tanzanie.
l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs nomades au monde. Lorsqu'ils marchent dans la savane, leur connaissance et leur conscience de cet environnement sont 100 fois supérieures aux miennes. Après un mois à vivre avec eux, je n'avais plus la même vision du monde. Mes sens et ma conscience étaient nettement plus développés. J'étais maintenant ébahi de la richesse de mon environnement, lequel, pourtant, n'avait pas du tout changé. À la suite de cette expérience, j'ai tenté ma chance en solo, au Kenya. Après 2 jours, j'avais épuisé mes provisions et l'énergie commençait à me manquer. Je m'étais imposé le défi de survivre avec les moyens les plus traditionnels possibles, soit un arc et quelques flèches. Un jour, j'aperçois un groupe d'impalas de l'autre côté d'une colline. Il faut que je m'en approche pour être à portée de tir, soit à moins d'une 40aine de mètres. Mon arc à la main, je franchis discrètement la colline sans être vu ni senti par le troupeau. Le vent est l'un des facteurs les plus importants car il suit les courbes du paysage. Son parcours peut être aussi difficile à prévoir, car une dénivellation mal anticipée aura pour conséquence de le faire tourbillonner et donc de disperser mon odeur sur 360 degrés. Je repère quelques oiseaux perchés. Je me dis que si je rampe dans un certain angle, ils ne me verront pas. J'aperçois aussi plusieurs babouins et quelques macaques assis sur les branches d'un baobab. Ils ne peuvent pas me voir ou me sentir puisque j'ai fait mon approche avec un vent de face, derrière des buissons qui me cachent en tout temps. Pas de girafes à l'horizon. Elles sont de véritables tours de contrôle. Elles voient tout à plusieurs kilomètres de distance et sont aussi de nature très curieuse. Si l'une d'elles fixe l'horizon dans une certaine direction, les autres animaux en déduiront qu'un prédateur approche. Les animaux sont capables d'interpréter l'orientation de l'attention. Je rampe lentement vers le troupeau, dissimulé dans les hautes herbes. C'est une solution à double tranchant. Cette végétation me permet de me fondre dans l'environnement, mais un autre prédateur peut avoir eu la même idée et je ne le saurai que si je tombe face à face avec lui. Tout est une question d'évaluation statistique du risque, disons. Lorsque je dépose un pied, un genou ou une main par terre, je m'assure de n'émettre aucun son ni de faire vibrer le sol. Comme c'est la fin de la journée, le soleil est bas derrière moi, aveuglant légèrement les impalas. C'est parfait. Les grillons commencent à chanter allègrement. C'est à la fois un avantage et un inconvénient, car ces insectes sont des agents doubles qui peuvent me trahir. Leur chant couvre le bruit de mes déplacements. Par contre, s'ils sentent ma présence ou la vibration du sol, ils cesseront immédiatement de chanter. S'ils sont trop nombreux à le faire simultanément, le niveau de décibels généré par leur chant diminuera, informant immédiatement tous les animaux de la plaine d'un danger imminent. Je suis à 60 mètres des impalas, donc encore trop loin pour tirer. Tout en rampant, je peux admirer l'efficacité de leur système de collaboration. Alors que les mâles broutent, les femelles observent autour et montent la garde. Lorsque les mâles relèvent la tête, les femelles broutent à leur tour. Il est donc extrêmement difficile de faire le moindre geste sans être détecté par les 200 oreilles, aux yeux, aux aguets. J'attends patiemment, progressant à 4 pattes, un pas de 20 cm à la fois, au ralenti. Je me déplace un peu comme le fait un caméléon. Après 2h20 d'approche lente, l'estomac dans les talons, je me trouve à environ 45 mètres de mes proies. J'y suis presque. J'aperçois un buisson d'acacia assez touffu. Je m'en approche en me déplaçant sur le dos, l'arc posé sur le ventre, les pieds en premier pour garder un contact visuel avec ce qui se passe. Cette façon de faire me permet de demeurer caché pour préparer mon tir. Derrière le buisson, je ne suis qu'à 40 mètres du troupeau. À cette distance, je n'ai absolument aucune marge de manœuvre. Je ne dois produire aucun son ni aucune vibration.
Je me prépare mentalement à armer mon arc. Lentement, très lentement, ne quittant pas les impalas des yeux, je saisis une flèche et je l'encoche. Après avoir mouillé la corde avec ma salive pour la rendre plus molle à cet endroit. Cette action produit un léger bruit. Heureusement, les impalas n'ont rien entendu. La sueur coule dans mes yeux, mais je n'y prête pas attention. Rien ne peut me déconcentrer. Chaque geste doit être conscient et ne perturber aucun élément dans l'environnement. Mon cœur bat la chamade. Je suis à quelques secondes d'un succès de chasse, d'un repas complet, de plusieurs repas complets. J'attends le moment parfait pour tendre la corde, celui où, pendant un bref instant, aucun animal ne sera aux aguets. J'aurai alors entre 1 et 3 secondes pour me lever au-dessus du buisson, tirer la corde de mon arc, viser et lâcher la flèche. Juste au moment où je m'apprête à exécuter ma manœuvre, une femelle sursaute, lève la tête et regarde dans ma direction, les oreilles tendues vers moi. Elle a entendu ou senti quelque chose. J'arrête tout mouvement. Je me croyais caché par les acacias, pourtant, l'animal me regarde droit dans les yeux, entre les feuilles, comme s'il pouvait me voir à travers elles. Comment est-ce possible? Je reste immobile, espérant qu'il se détende. Au moindre doute, il donnera un signal d'alerte et tout sera terminé. En passant, un signal d'alerte d'un impala, c'est fait que s'il y en a un qui fait on est fini. Ils vont tous faire ils sont partis. Bref. Il m'observe toujours. Cela dure une quinzaine de minutes, puis il baisse la garde et continue de brouter. J'attends toujours le moment propice, celui où tous les impalas seront occupés et détendus. Mais le soleil se couchera bientôt. Si je tarde, il fera trop sombre et je ne verrai pas assez clair pour tirer une flèche éthique, c'est-à-dire une flèche qui ne fera pas que blesser l'animal. Je suis prêt à armer mon arc et à décocher un tir sur un vieux mâle qui se trouve à environ 40 mètres. Il est toujours préférable de tuer un mâle âgé qui a pu se reproduire un bon nombre de fois et ainsi propager sa génétique. Les grillons chantent bruyamment et je suis invisible. Toutes les conditions sont enfin réunies. C'est maintenant ou jamais. Tout à coup, une douleur vive gêne ma concentration. Une fourmi me mord le côté de la main. Je la balaye discrètement, les yeux toujours rivés sur ma cible. Si petite soit-elle, la morsure est douloureuse car certaines fourmis transportent une toxine dans leur mandibule. Les impalas ont une ouïe extrêmement fine et, à cette distance, ils pourraient facilement entendre le son du frottement de mes mains ou celui d'une inspiration ou d'une expiration trop rapide. Malheur, je m'aperçois que je me trouve directement sur un nid de fourmis au sein duquel les soldats ont clairement déclenché l'alarme. La communication entre les fourmis est de nature chimique. Ces dernières transmettent des messages complexes et incroyablement précis sur les tâches à accomplir en équipe. Celle qui m'a mordu et que j'ai balayée de la main a communiqué ma présence. En moins de 5 secondes, une armée de fourmis ont communiqué entre elles les informations nécessaires pour m'attaquer et ont déjà un plan très élaboré contre moi. Elles sortent de leur nid par centaines. Elles savent exactement où je suis et à quelle partie de mon corps s'en prendre. Elles se ruent sur mes mains, me mordent férocement. Malgré la douleur provoquée par les morsures de plus en plus nombreuses, je reste silencieux, les yeux toujours braqués sur ma future victime qui continue heureusement de brouter devant moi. Les petits insectes montent sur moi par centaines. D'abord sur mes chaussures, puis dans mes pantalons. Ils mordent mes mollets, remontent rapidement vers mes bras et grimpent sur mon arc. La panique me gagne. Je dois les chasser. C'est impossible maintenant de me concentrer. Je dépose mon arc et mes flèches dans les herbes, délicatement à côté de moi pour libérer mes mains. Un grillon qui était par là chantait, mais se tait maintenant immédiatement.
alertant les autres autour, lesquels, en quelques secondes, cessent tous de chanter à 50 mètres à la ronde. Ce retentissant silence est, depuis des millénaires, un implacable prédicteur de danger. Je tente tant bien que mal de garder mon calme tout en essayant de gérer les nombreux éléments autour de moi. Mes gestes, quoique silencieux, sont visuellement détectables. Wow! Un babouin m'a repéré. Ça sonne un peu de même. Venant des arbres, son cri ressemble quelque peu à un puissant jappement. Je ne peux pas le voir, mais lui, oui. Son acuité visuelle est environ 20 fois plus efficace que celle de l'humain. Les impalas lèvent la tête et cessent de brouter. Ils expirent bruyamment, une manière d'alerter les autres groupes qui peuvent se situer à plusieurs centaines de mètres de là. Le troupeau entier regarde dans ma direction, les oreilles pointées vers l'avant, immobile. Comment ont-ils tous su en même temps que je me trouvais exactement là? Les babouins crient maintenant à tue-tête. Ils m'ont détecté. Je leur dis non, non, vos gueules, c'est faux, me dis-je alors que mes yeux sont toujours remplis de sueur. Je lève délicatement un pied pour tenter de m'éloigner du nid de fourmis. Un son, une vibration de trop. Un premier impala prend la fuite, suivi par les autres. En moins de 3 secondes, ils ont tous disparu. Entre le moment où j'ai chassé la première fourmi de ma main et celui où le troupeau d'impala s'est enfui, il ne s'est pas écoulé plus de 12 secondes. 2h30 d'approche minutieuse, anéantie en 12 secondes par la nature, grâce à la communication entre ses agents. Le soleil se couche et je vais encore une fois m'endormir le ventre vide. Je devrais tenter ma chance de nouveau demain. Il est grand temps que j'allume un feu et que je monte mon campement. Car certains animaux possèdent des yeux qui percent la nuit, particulièrement ceux que l'on a grand intérêt à garder loin de soi. Alors que je regarde danser les flammes, je repense à ce qui vient de se produire. La communication est un système de survie précis et complexe. Les particules, les cellules, les insectes et les animaux sont en constante interaction pour déterminer la direction générale de leurs mouvements. Les premiers hommes communiquaient avec la même précision que les impalas. L'humain s'est développé d'une façon unique. Il s'est transformé, il a transformé son environnement, il a transformé ses rapports sociaux. Mais il y a une chose qui ne change pas. À la vitesse de l'éclair, les réseaux de neurones du cerveau communiquent, analysent et distribuent les informations pendant une communication. Ces informations sont en interaction avec le cerveau d'une autre personne. Cette interaction est constante, continue et infiniment rapide. C'est à nous, humains, de suivre la cadence de cet orchestre. Lorsque nous communiquons avec un autre humain, des milliers de signes et d'informations sont là, sous nos yeux. Notre sensibilité, nos connaissances et surtout notre conscience détermineront les éléments que nous détecterons et qui nous permettront de nous ajuster en temps réel, de créer les occasions favorables et de nouer les relations que nous souhaitons. Cette conscience des multiples variables de la communication est déterminante afin qu'une conversation, une rencontre, une relation ne nous donne pas l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant sur cette terre, que nous perdons notre temps, que nous sommes une âme en peine dans un environnement ennuyant.